nous avons 4 points de cause profonde de la crise. 4 points. Le premier point, ma première question, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, depuis plus de 40 ans, je dis bien depuis plus de 40 ans, est-elle encore à la merci du retournement de marché à Londres et à New York? Ça, c'est ma première question. Pourquoi des centaines de milliers de tonnes se retrouvent-elles stockées dans les camions et les coopératives? Pourquoi des familles de planteurs qui avaient cru à une promesse de 2800 francs CFA se retrouvent aujourd'hui à 1200 francs CFA sans avoir été avertis ni consultés? C'est ce que mon voisin de droite était en train de dire. Ok. Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. L'origine de cette crise que nous traversons est climatique d'une part. Cette crise climatique a eu une incidence donc, sur les stocks qui ont dû réduire dans la période 2023-2024. Et cette réduction de stocks a commencé à faire un pic, donc une surenchère au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur du cacao. Donc les prix ont commencé à s'envoler. Cette période a coïncidé également avec le Scholen-Schott. Voilà. Et la réduction des stocks a eu une incidence sévère sur le cacao ivoirien, mais surtout dans toute la zone ouest africaine. Ceci dit, l'offre de cacao a commencé à baisser. Elle a baissé à telle enseigne que toute la chaîne a été contaminée au point où ce phénomène s'est répercuté sur les industriels et également sur les broyeurs, voilà, donc, qui avaient donc, des difficultés à s'approvisionner. Vous comprenez que cette chute de l'offre va faire une surenchère au niveau du prix. Ainsi, toute la chaîne a été contaminée jusqu'à ce que le consommateur européen soit soumis à des difficultés d'achat de cacao. Ce dernier va adapter donc ses modes de consommation. En retour, ce consommateur qui va désormais consommer moins, va étouffer un peu toute la chaîne. L'industriel va donc lui céder moins et la chaîne d'approvisionnement va commencer à être étouffée. Pourtant, il a besoin d'enlever son cacao. Il faut que ça remonte jusqu'au planteur. Mais si on demande moins, comment il fait? Ceci dit, on a pu observer effectivement que la crise est conjoncturelle. Elle est conjoncturelle. Du moment où elle a engorgé tous les maillons de la chaîne de valeur, il y a eu une incidence de nature structurelle. Donc l'origine, elle est conjoncturelle. Conjoncturelle. Et si je suis bien votre raisonnement, le changement climatique est le seul responsable, à l'origine de la crise. Oui. Il n'y a pas d'autres facteurs? Alors, il y a eu le changement climatique, mais la réduction du pouvoir d'achat du consommateur européen a été associée à un ensemble de facteurs dont les crises que nous avons connues dans la période 2022, 2023, 2024, où le prix en Côte d'Ivoire est passé de 1000 francs, 1500, ensuite 1800, 2200, ainsi de suite. Donc, il y a eu une surenchère, mais il y a aussi la part du marché boursier, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, où il y a eu effectivement une surenchère au niveau du marché boursier.
vous n'êtes pas sans savoir que là, les spéculations vont grimper. Voilà, avec la montée des prix. Et c'est à cette période, donc, que le prix de 2800 qui a été fixé, écoutez, tenait compte de ce pic-là. Mais à peine le prix fixé, il a commencé à dégringoler là-bas. Et voilà qu'ici, on se dit, mais écoutez, mais c'est que ça va, pourtant ça n'allait plus lorsqu'on supposait que ça allait. Oh, OK. Donc, j'aimerais bien entendre. Oui. D'accord, merci. J'aimerais bien entendre. Ma première question, c'est pourquoi la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, depuis plus de 40 ans, je dis bien depuis plus de 40 ans, est-elle encore à la merci du retournement de marché à Londres et à New York? Ça, c'est ma première question. Pourquoi des centaines de milliers de tonnes se retrouvent-elles stockées dans les camions et les coopératives? Pourquoi des familles de planteurs qui avaient cru à une promesse de 2800 francs CFA se retrouvent aujourd'hui à 1200 francs CFA sans avoir été avertis ni consultés? C'est ce que mon voisin de droite était en train de dire. OK. En réalité, la chute des coûts mondiaux est réelle. On est tous d'accord qu'il y a une chute des coûts mondiaux. Mais entre un choc de marché et une catastrophe sociale, en général, il y a toujours au milieu de tout ça, il y a une distance qui touche ce que nous appelons la gouvernance. Cette gouvernance, cette distance-là, je réponds en disant, c'est le fonds de réserve dont personne ne sait l'état exact. Le fameux fonds de réserve n'apparaît pas dans le budget. Je vais revenir là-dessus par rapport au budget transparent. C'est la prospective institutionnelle qui n'a pas fonctionné. Une institution comme le Café Cacao doit faire de la prospective, doit scruter les marchés. Nous, en tant qu'une petite organisation de la société civile, on suit toutes ces choses-là. Donc, on pense qu'un gouvernement devait faire une prospective plus intéressante et ça n'a pas fonctionné. C'est la décision de fixer un prix record 3 semaines avant une élection. Pour nous, c'est important aussi, je reviendrai là-dessus en détail. Et c'est l'exclusion des producteurs de toute décision qui les concerne directement. Pour nous, Civis Côte d'Ivoire, on pense que ici, la crise 2026, c'est une crise de gouvernance. Et pour nous, une crise de gouvernance, ça se réforme. Donc, il y a des réformes que je vais proposer tout à l'heure. Si on les fait, si on prend note, cette crise-là, on peut l'anticiper pour les prochaines. Donc, pour nous, sans transparence sur les fonds de réserve, sans prospective active, sans producteurs dans les décisions, chaque crise sera pire que la précédente. Et ça, c'est ce que nous pensons, c'est notre analyse et c'est mon premier mot. Je reviendrai là-dessus en détail si vous le permettez. D'accord, bien sûr que vous aurez l'occasion de revenir en détail, mais dites-nous, crise de gouvernance, donc structurelle ou conjoncturelle? Structurelle, conjoncturelle, climat et autres. Gouvernance. On a 4 types de crises ici. Il y a la conjoncturelle, le prix sur le marché. Il y a la structurelle, il y a la gouvernance, il y a la résilience climatique. Donc, il y a jusqu'à 4 pans de crise dans cette crise de café cacao. Je pourrais le détailler si vous le voulez. D'accord. Je vais d'abord donner la parole à Martial Kobri, ensuite à professeur Dion Simplice. Ils ne se sont pas encore prononcés. Martial Kobri, quelle est votre analyse de cette crise du cacao en Côte d'Ivoire? En fait, la crise, elle est structurelle. Hein. C'est la fragilité du système de stabilisation qui a été choisi depuis 2012 par l'État de Côte d'Ivoire, qui est en tout cas pour l'instant meilleur que le système de libéralisation. Cette fragilisation se fait déjà par le manque de fiabilité des prévisions de récolte. Ensuite, de la maîtrise des flux du cacao au travers des différentes frontières. La crise qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu la crise du reste
à vendre. Parce que, comme on le dit souvent, on fait de la vente anticipée, donc de la prévision est faite, prévision de récolte. On estime qu'on va récolter pour la grande traite, je dis n'importe quoi, 1 500 000 tonnes. On décide d'en vendre 80 pour 80 ou 85%. Et il va rester 15% à vendre en spot. Ces 15% qu'on vend en spot se retrouvent à être finalement du 35, du 40% parce qu'il y a du cacao qui vient d'ailleurs, qui vient des pays limitrophes parce que le prix est 2800 et tout le cacao des pays limitrophes entre en Côte d'Ivoire. Donc, les contrats sont exécutés avec du cacao qui vient de l'extérieur. Il y a du cacao encore de l'extérieur qui se retrouve sur le territoire. Donc, le soutien que doit faire le conseil par rapport à ce cacao-là devient intenable. Voilà la situation. Donc, comme ce soutien devient intenable, on est obligé à un moment donné de raccourcir la période de grande traite pour qu'on ait une petite traite et puis baisser les prix par rapport au marché international. Ce n'est pas suffisant. Donc, pas suffisant. Est-ce que je pourrais terminer? Allez-y, allez-y, on vous écoute. Voilà, donc en fait, voilà, pour cette crise actuellement, quand je dis que c'est la fragilité du système de commercialisation, c'est que l'État a pris un décret en 2023 sur la traçabilité du cacao. C'est-à-dire que depuis 2023, avec la carte du producteur, on est censé savoir quel est le cacao du champ jusqu'au port pour tous les producteurs. Si aujourd'hui, on se retrouve à discuter de savoir à qui appartient telle quantité de cacao, on doit payer, l'État doit payer 100 000, 123 000, 200 000 tonnes, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus, pour tout le cacao qui se retrouve en Côte d'Ivoire, d'où est-ce qu'il vient. Je vais prendre une image. C'est un peu comme si vous organisez une fête dans laquelle vous avez des invités que vous avez invités qui sont sur une liste, qui doivent avoir un bracelet et qui rentrent dans la salle. Donc, ils rentrent dans la salle et à un moment donné, on se retrouve avec plus de monde que d'invités. Des gens qui n'ont pas de bracelet sont en train de manger pendant que ceux qui ont des bracelets ne mangent pas. Il faut à un moment donné interroger comment ces gens-là sont entrés un peu dans la salle. Voilà un peu pour ma première partie d'intervention ce que je pourrais dire par rapport à la crise qu'on a aujourd'hui. La crise est structurelle parce que si vous regardez, depuis 2012, on a eu plusieurs fois des soubresauts. Quand le prix du cacao en Côte d'Ivoire il est moins élevé que le prix à l'extérieur, le cacao sort de Côte d'Ivoire et certains exportateurs se retrouvent en défaut. On a eu la crise en 2017 et 2018. Le rapport KPMG a très bien expliqué ce qui s'est passé. Donc, c'est un peu de mettre un peu plus de sérieux et de rigueur dans la gestion donc, de ce système de commercialisation, à mon avis. Merci. Docteur Coulibaly veut réagir, mais permettez d'abord à professeur Dion de répondre à cette première question et à ce premier tour de table pour dire son analyse de la situation. De manière générale, je veux dire que la problématique du cacao ne peut pas être l'affaire des seuls techniciens. C'est ce qui justifie aussi notre présence sur ce plateau, parce qu'il y va de la vie et de la sécurité des producteurs. Le cacao, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Quand on était petit, on nous a dit ce pays, son développement repose sur l'agriculture. Et on a ça encore dans la tête. Parce qu'il y va aussi du développement de ce pays et de la stabilité de notre pays. C'est pourquoi il faut que nous nous intéressions tous à cette problématique-là, parce que on parle de souveraineté économique comme enjeu de tout ce que nous sommes en train de dire là. Lorsque le vieux Houphouët-Boigny parlait de détérioration des termes de l'échange, des spéculateurs, ça nous paraissait lointain. Et on se disait que 10 ans, 15 ans plus tard, on n'aurait plus affaire à ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui a changé?
Aujourd'hui, nous sommes ici, assis autour de cette table, et nous nous rendons compte que rien n'a changé. Et je retiens au départ de cette discussion 2 choses. La première chose, c'est que celui qui vend la matière première dépend toujours de celui qui vend le produit fini. Ça nous permettra, quand on arrivera aux solutions, de voir ce qu'il y a à faire. Parce que nous sommes encore dans ça. Et deuxièmement, je pense que les crises économiques, comme cette crise du cacao que nous vivons, ça doit être des moments de ce que j'appelle lucidité stratégique. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à faire ici. Lucidité stratégique parce que, premièrement, vous faites bien d'organiser ce débat parce que ça nous permettra de désamorcer la polémique. La question du cacao est une question nationale et stratégique. Ce n'est pas une question d'idéologie. Deuxièmement, il faut replacer le débat dans son contexte. Contexte de gouvernance, c'est ce que Civis est en train de pointer, mais contexte de réalité internationale, contexte économique, simplement parce que le prix du cacao, on l'a rappelé sur ce plateau, ne dépend pas des producteurs. Et puis troisièmement, il est souhaitable que nous sortions d'ici avec des pistes de solutions. Comment orienter la situation? Parce que la vraie question, ce n'est plus, comme on l'a dit tout à l'heure, le prix. La vraie question pour la Côte d'Ivoire, mais pour le Ghana, pour le Nigeria, pour le Cameroun, c'est comment l'Afrique de l'Ouest peut j'ai envie de dire solidairement, et j'insiste sur le terme, pas solitairement. La Côte d'Ivoire seule peut-elle faire face aux spéculateurs, aux bourses de Londres et de New York? Le Ghana seul, le Cameroun seul. Je crois qu'à un moment donné, en termes de pistes solutives, il faut qu'il y ait une alliance beaucoup plus forte de nos pays pour affronter ces gros acheteurs parce qu'eux fonctionnent solidairement. J'ai envie de dire, ils fonctionnent parfois en cartel et c'est pourquoi ils nous imposent leur dictat. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. D'accord, merci beaucoup. Docteur Coulibaly Sarka, j'avais souhaité réagir aux propos de Martial. Je voudrais rebondir sur les propos de Martial, qui d'abord a dit qu'à plusieurs reprises, nous nous retrouvons dans de telles crises, etc. En fait, le phénomène est dû à un pic. Donc, la crise, c'est clair qu'elle se présentera lorsque le prix grimpe. Et vous allez redécouvrir encore la crise lorsque le prix sera en train de chuter. Donc, voici un peu les 2 étapes. Les producteurs auraient souhaité qu'on soit au sommet et que ça reste ainsi jusqu'à l'infini. Malheureusement, ce type de choc à caractère conjoncturel, écoutez, on revient toujours à la stabilité. Donc, c'est naturel qu'on revienne à cette étape. Donc, il y a eu 2 fois, mais pas plusieurs fois. Alors, je voulais aussi dire qu'on n'apprécie pas la gouvernance d'une institution par rapport à un choc à caractère conjoncturel. Pourquoi? Parce que les chocs conjoncturels sont imprévisibles. Et le choc ne peut être... Je ne suis pas d'accord avec vous. J'en viens. Laissez-le terminer. J'en viens. Alors, la conséquence du choc qui est à caractère... qui a des effets structurels, écoutez, elle surprend. Néanmoins, il peut y avoir des recommandations pour que dorénavant, si un tel choc arrive,
on puisse prendre les meilleures décisions pour se prémunir. Alors, quand on dit qu'un choc est conjoncturel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'origine du choc n'est pas dans nos comportements, n'est pas due à la manière de faire. Donc, à nos manières de nous comporter au sein, soit du système. Donc, on dit que le choc est conjoncturel. On peut dire qu'on l'a importé. On a subi quelque chose. On peut subir la même chose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Tout dépend. Si le climat est favorable, d'accord. Néanmoins, l'idée n'est pas de dire que l'institution est parfaite. L'idée, c'est de dire que sûrement ce que vous allez dire, vous allez constater que c'est des propos sûrement qu'on peut observer, mais pas dans une situation de perturbation. Ces propos-là vont permettre de faire des... Je sais pas bien comment... Laissez-moi alors parler. Non, je termine rapidement. On termine rapidement. Voilà. Mais sinon, on peut vous permettre de trouver vos mots, le temps pour oui, développer en fait, je termine si vous voulez. Alors, ce type de choc, il faut qu'il soit prévu. Qu'il soit prévu que si jamais il y ait des mécanismes qui puissent permettre de nous prémunir par rapport à ce type de choc dorénavant s'il se produit. Alors, pourquoi est-ce qu'on est premier producteur, mais on ne pèse pas sur le marché international rapidement? Ben, dans un premier temps, on ne consomme pas. Sa question, c'est pourquoi on est à 2800 alors qu'on a une baisse sur le marché. Est-ce qu'on a été surpris, la Côte d'Ivoire, surprise par ce qui se passait sur le marché international? Il ne m'a pas bien cité. Allez-y. J'ai dit que lorsque le prix était à 2800, ben, il avait déjà commencé à dégringoler pendant que nous étions en train d'appliquer nos 2800. Alors, pourquoi l'avoir maintenu à 2800? Alors, je pense qu'il y a un contrat social. Yes. On ne peut pas faire bouger le prix comme s'il n'y avait pas de stabilisation. Et c'est tout le sens même de la stabilisation. Si on alertait tous les producteurs en disant, ben, écoutez, on a fixé le prix à 2800, 3 mois après, on constate qu'il est en train de dégringoler à l'international, ajustons notre prix. Vous verrez ce que ça ferait comme remous ici. Donc, on ne peut pas. Et je crois que c'est un effort aussi du secteur de l'État d'avoir maintenu ce prix et d'avoir assumé son engagement. D'accord. Donc, dans cet engagement, certains, justement, les Ivoiriens, vous avez pointé du doigt tout à l'heure les changements climatiques, oui. Mais certains Ivoiriens pointent du doigt le fait d'avoir maintenu ce prix alors qu'on avait une baisse sur le marché international. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des invendus, des exportateurs qui refusent de payer à ce prix et des producteurs qui, eux, se retrouvent avec leur stock invendu. Alors... Oui, vous aurez la parole. Vous préférez donner la parole à M. Bomba Kadoko. Allez-y. Allez-y. D'accord, merci beaucoup, madame. J'aimerais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Je suis vraiment rassuré de savoir que entre le système de stabilisation et le système de libéralisation, effectivement, les intervenants ici ont reconnu que le système de stabilisation permettait de mieux protéger le producteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'entends les interventions, c'est de demander est-ce que cette crise-là n'était pas prévisible. Lorsque nous avons commencé à vendre les contrats de la campagne principale 2025-2026, le marché était à un certain niveau. Okay. Et tel que l'a dit l'intervenant tout à l'heure, l'autre invité, c'était de dire que nous vendons une proportion de
de la production qui est attendue et en dedans même de la campagne, pour des questions d'ajustement, nous faisons ce qu'on appelle des ventes spot pour caler nos ventes à la réalité des productions qui sortent de nos plantations. Le marché des matières premières en général, c'est un marché qui est cyclique et très volatile. Donc on peut anticiper une baisse, mais ce qu'on ne peut pas anticiper, c'est l'ampleur de la baisse qui est difficile, elle, à anticiper. Et lorsque nous ouvrions la campagne principale 2025-2026, c'est-à-dire le 1er octobre, les contrats qui avaient été préalablement vendus permettaient de payer 2800 francs aux producteurs. Okay. Et ce que je vais vous dire, c'est que quand vous regardez l'évolution du marché international depuis le retournement de situation, lorsque nous avons commencé la tendance baissière, le marché a perdu, on va dire, 74% de sa valeur de décembre 2024 à vendredi dernier. Et donc, dans ce contexte-là, le prix qui a été fixé, il a été fixé sur la base des contrats qui ont été faits. Et lorsque nous ouvrions la campagne, nous avons encore des volumes à vendre. Parce qu'effectivement, nous avons besoin d'ajuster le volume qui va sortir des plantations au contrat que nous avons vendu. Okay. Mais qu'est-ce qui nous a permis de maintenir le prix de 2800 ? C'est le fonds de stabilisation. Parce que le fonds de stabilisation nous a permis de maintenir ce prix-là jusqu'au démarrage de la campagne intermédiaire qui a été ouverte le 4 mars. Et donc, ce que j'aimerais ajouter, c'est de dire que le fonds de stabilisation, c'est-à-dire tout système, n'est pas parfait. Il est à améliorer. Et c'est vrai que le système de stabilisation, dans sa forme actuelle, connaît des limites. Et c'est en cela que, pour paraphraser un intervenant, il n'est pas loisible avoir autant d'impact, autant de représentativité dans un marché et en subir les conséquences. Et c'est en cela que le Ghana et la Côte d'Ivoire se sont rapprochés pour effectivement voir ensemble le mécanisme de commercialisation, réfléchir à des moyens de pouvoir protéger le prix du producteur, coûte que coûte, quelles que soient les variations des marchés. Donc c'est pour dire que nous continuons de travailler sur le système en ce moment en place. Et c'est vrai que ce genre de crise permet de montrer les limites, la résilience du système qui est en place. Et je pense que M. Kwame a des solutions éventuellement à nous proposer, mais nous aussi en interne, nous travaillons éventuellement sur des pistes de solutions. Et je pense qu'au sortir de cette crise-là, nous pourrions, avec la collaboration effectivement de l'OIA qui a souhaité aussi pouvoir participer à la fixation des prix, à pouvoir être informé de ce qui se passe, nous pourrions éventuellement établir des pistes de réflexion pour pouvoir aboutir à des solutions durables pour la filière. D'accord. Docteur Kwame Christophe, merci madame. À développer. Pour nous, nous avons 4 points de cause profonde de la crise. 4 points. Le premier point, je vais sauter les causes conjoncturelles, la volatilité des marchés mondiaux, qui sont un fait. Et tous les chiffres, vous les avez. Chute de 13 000 $ la tonne en décembre 2024 jusqu'à 2 900 $. Ça, c'est les causes conjoncturelles. Mais les causes structurelles dont je parle, ici, c'est la dépendance à la matière brute. La crise 2026
n'est même pas une surprise pour tous les analystes. Tous les analystes, vous tapez sur Internet, vous verrez que depuis 6 mois, depuis 1 an, tous les analystes, il y a un journal qui s'appelle Reporter. Allez sur ce journal, vous allez voir que tous les analystes avaient prévu. Pour vous, c'était prévisible? Que c'était prévisible. Elle est révélateur d'une vulnérabilité structurelle. Parce que simplement, nous, on a 40% de production, mais on ne capte à peine que 20% de la qualité. Et c'est sûr, c'est documenté. La chaîne de valeur du cacao, une répartition profondément inéquitable. 80% de la valeur finale du chocolat créée lors de la 2e transformation. La Côte d'Ivoire n'est qu'à la 1re transformation. Et encore, on est à 30% de transformation, horizon 50%. Donc c'est possible, c'est prévisible, les chiffres sont là. Ensuite, le point 3, c'est le paradoxe dont j'ai voulu parler tout à l'heure, c'est lié au changement climatique. Certes, c'est une menace croissante, mais pour cette année, pour 2025-2026, les bonnes conditions de campagne ont fait qu'il y a une surproduction. On a parlé de la maladie des cafés cacao. La Côte d'Ivoire a commencé à traiter la maladie et la Côte d'Ivoire s'est organisée pour produire un peu plus. Il y a 2 ans, il y avait le débat des 1500 tonnes qui étaient insuffisants par rapport au marché. On a corrigé et le malheur ou le bonheur, c'est qu'en corrigeant, la El Niño que vous connaissez, El Niño qui était le changement climatique qui nous avait fait baisser la production, a eu un paradoxe 2025-2026 et donc la production a bondi en plus du prix de 2800 qui a fait qu'autour de la Côte d'Ivoire, les gens ont envoyé leur production. Donc, il y a eu ces phénomènes. Le dernier point où je vais m'attarder, c'est le problème de la gouvernance. J'ai dit qu'une des grosses causes, c'est la question centrale pour nous civistes, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter et c'est là-dessus qu'on va vous proposer des recommandations. Il y a la décision de 2800 kilos et pour nous, on se dit, est-ce que c'est un calcul électoral ou un mauvais conseil? Parce qu'un président de la République travaille avec des conseillers, des techniciens de haut niveau autour de lui. La réponse à cette question est un test de l'état de droit économique en Côte d'Ivoire. Il y a l'opacité, je reviens là-dessus, l'opacité de gestion des fonds de réserve. On nous parle de ce fonds depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, ce fonds doit apparaître dans le budget. Il n'apparaît nulle part. Quel est le lien que vous faites entre le fonds de réserve et la vente du cacao, pour être plus explicite? Alors, le fonds de réserve est constitué, le monsieur de CCC est là. En réalité, quand la Côte d'Ivoire vend le cacao, le café, il y a un fonds qu'il met à côté pour ces périodes de crise. Avant, on l'appelait, sous Houphouët-Boigny, il avait un autre nom, le truc d'amortissement. Et donc, ce fonds, en principe, il est censé réagir en cas de crise et protéger les producteurs. Au moment où ça se passe bien, on paye à un montant donné 60%, je pense qu'il a dit le chiffre. Et au moment où ça se passe mal, l'État débloque ce fonds pour que les producteurs ne sentent pas les prix qui baissent. Donc, ce fonds devait calibrer le prix, le stabiliser pour que le producteur ne sente pas les fluctuations. C'est ça l'idée de ce fonds. C'est vrai ou c'est faux? C'est bien Bien, vrai. merci. Donc ce fonds, il n'a pas agi dans cette crise suffisamment
pour protéger les 5 millions de personnes. Je peux continuer, mais il reste 2 ou 3 lignes seulement. Allez-y, rapidement. Il y a aussi ce que j'ai appelé, ce que nous avons appelé la défaillance de la prospective institutionnelle. Les signaux d'alerte sur la chute des coûts étaient disponibles dès septembre-octobre 2025. Documentés. Des économistes comme François Ruff les documentaient depuis très longtemps, c'est son nom que je cherchais, François Ruff, R-U-F. Pourtant, le CCC et le gouvernement n'ont pris aucune mesure préventive. Cette absence de prospective active, la capacité institutionnelle que nous dénonçons ici, pour nous, ça peut se faire. C'est une réforme possible. Et enfin, l'exclusion des producteurs des décisions. Nous pensons absolument que dans la future réforme, il faut que les producteurs soient représentés dans les prises de décision. D'accord. Je vous ai vu prendre des notes, mais si on va permettre à Martial Kobri... Je termine juste le dernier point. Okay, c'est le piège de la monoculture d'exportation non transformée. Quand on fait de la monoculture, il faut transformer. Et la Côte d'Ivoire a les capacités institutionnelles, techniques et financières pour transformer nos cacao à la deuxième étape de transformation. Je ne parle pas de la première étape dans laquelle nous sommes à 30% et nous visons 50% à 2030. La deuxième étape, nous avons les capacités institutionnelles, financières et techniques. D'accord. Martial Kobri qui a certainement